Je salue tous mes frères et sœurs du Togo. Mon nom c'est Yao. Je voudrais ici faire une petite analyse de la situation de notre pays. Pour ce faire, permettez-moi de faire un bref résumé du parcours qui a mené Essozimna Nyasingbe au pouvoir. Pendant très longtemps, son père, Eyadema Nyasingbe, avait mis son pion sur son fils aîné, Ernest Nyasingbe, en lui promettant la présidence. Selon lui, à son absence, c'est Ernest qui prendrait le règne du pays, puisqu'il a toujours considéré le Togo comme sa propriété privée. Ernest Nyasingbe est un militaire. Il était commandant et dirigeait une garnison au Kalanga, à Kara, et son père, l'ayant désigné comme son successeur, lui a dit « Je voudrais savoir si tu serais en mesure de diriger ce pays quand je ne serai plus là. » Pour le mettre à l'épreuve, il l'a déposé à Kara et lui a dit « Prends Kara comme un pays et gouverne Kara, je vais voir. » Ce que Ernest faisait avec beaucoup de zèle et fierté d'ailleurs. Donc Kara n'était pas une ville du Togo, Kara était une république dirigée par le président Ernest Nyasingbe. Et chaque fois que Eyadema revenait de la ville, Ernest était censé lui faire le compte rendu point par point de toutes les activités qui se déroulaient à Kara. Et Ernest faisait la fierté de son père, puisque son père a vu comment est-ce qu'il a terrorisé toute la population de Kara. C'était la réelle dictature à Kara. Et Ernest, pour lui, la présidence était dans la poche. Jusqu'au jour où c'était dit à Eyadema, ok, désormais, on ne mettrait plus son fils militaire au pouvoir. Que faire? Eyadema était malade déjà. Et on lui apporte cette nouvelle. Comment l'annoncer à son fils Ernest? Lui à qui on a tant promis le pouvoir. Eh bien, Eyadema essayé de négocier avec ceux qui ont apporté cette nouvelle pour dire est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions? On dit non, on ne mettra plus un fils président et militaire au pouvoir. Mais c'est pas interdit, hein. Si tu trouves un autre fils, on va te soutenir, tu vas le mettre là-bas. Mais c'est ensemble qu'on a décidé qu'il n'y aura plus de militaires. Et c'est de là que son père a transféré son choix sur Essozimna Nyasingbe. Entre-temps, il faut dire que tous les enfants d'Eyadema aimaient bien devenir président un jour. Malheureusement, ils sont plus de 100. Et donc, ils savent tous qu'il va falloir qu'on trie. Mais en triant, au sommet, il y a Pacha Nyasingbe qui aussi avait de gros yeux. Il voulait être le président. Mais seulement voilà, il n'a pas eu ce titre de détenteur de MBA que Essozimna Nyasingbe a eu. Par quel moyen, on ne le sait pas. Mais Eyadema dit, bon ben écoute, je vais prendre celui-ci. Et c'est ainsi que il fait venir et l'a nommé son attaché financier. C'est lui qui gérait la fortune de son père alors. Et il suivait son père partout. Son père a commencé par lui montrer tous ses dossiers. Et Ernest, lui, ne savait pas ce qui se passait.
il continuait toujours son zèle à Kara. Petit à petit, le plan se dessine et on amène fort Gnassingbé à Blita pour le faire député. Il devient député de Blita, je pense que c'était en 2002. Et le plan était que l'on le nomme président de l'Assemblée nationale pour que, en l'absence de son père, qui était déjà malade, que la Constitution se respecte. Parce que selon notre Constitution, à l'absence du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président. Tout était mis en place. On voulait débarrasser, on voulait enlever Nachaba qui était président de l'Assemblée du temps, on voulait l'enlever et pour mettre fort là-bas, lorsque un des aides de camp d'Ernest l'a mis la puce à l'oreille à Kara pour lui dire « Mais écoute, tu as appris qu'on va nommer ton frère président de l'Assemblée nationale ». Il dit « Oui, mais on lui demande « Tu sais pourquoi ?» Il dit « Non ». On lui dit « Mais écoute, selon la Constitution, quand nos pères ne seraient pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président. » Et Ernest a dit à son père, pas question. Pas question, et c'est dans ces pas questions là que Ernest est rentré dans le ring avec son frère Essazina Gnassingbé. Et lui aussi qui ne comprenait pas pourquoi son frère ne voulait pas que lui devienne président de l'Assemblée alors que lui commandait déjà toute une ville du Togo. Et là, les deux ont commencé par se regarder méchamment. Et comme Eyadema connaissait Ernest et connaissait de quoi il était capable, sachant qu'il était déjà en position de faiblesse lui-même, eh bien, il va demander à son marabout personnel de protéger Essazina Gnassingbé. Ernest ayant pris cela aussi, ça va s'en prendre à ce marabout pour lui dire « Non, mais écoute, je suis le fils aîné de mon père, et bien donc, son marabout personnel me revient de droit. » Le marabout lui dit « Mais écoute, moi je fais ce que ton père me dit de faire. » Ernest dit « Non, pas question. Lui, il a toujours un ton militaire. » Et donc, les esprits se réchauffent un peu, et puis Ernest est allé jusqu'à agresser physiquement ce marabout. Le marabout n'a rien dit. Il est après allé voir son père pour lui dire « Ah, ton fils a profané mes génies. » Et ils sont très en colère. Ils doivent faire quelque chose. Ils veulent faire quelque chose. Ils doivent le faire et ils vont le faire. Mais on ne peut pas le faire sans ton accord. Monsieur le Président, nous demandons, les esprits demandent ton accord pour faire quelque chose à ton fils Ernest. Ça, c'est le plus difficile. Et parce que Eyadema était déjà un sage, il comprenait clairement ce que ça veut dire. Quand on dit les esprits, les génies sont fâchés et ils veulent faire quelque chose, et ils doivent faire quelque chose, et ils vont faire quelque chose. Mais il faut que tu donnes ton accord. On ne négocie pas cet accord. On le lui dit. Et Eyadema, il a regardé. Donner son accord signifiait tuer son propre fils et son fils aîné. Mais il a pesé le pour et le contre. Dans l'état actuel des choses, Fort Gnassingbé est en danger parce que Ernest va toujours continuer par s'en prendre à lui. Et ainsi, si on ne fait gaffe, le pouvoir finira par les échapper. Ben écoute, il faut prendre une décision, il dit au marabout, ben écoute, tu as mon OK. Le marabout dit merci et s'en va.
Et c'est ce qui a suivi. Nous avons tous suivi comment Ernest est tombé malade et il est devenu complètement méconnaissable. Et cela n'a fait qu'empirer l'état de santé de son père aussi. Vous imaginez donner cet accord pour que ton premier fils soit dans cette situation et Adema n'a pas supporté non plus. Et voilà. Maintenant, la voie est libre pour Essouzina Nyasingbe. Mais entre-temps, il faut dire quelque chose. Et Adema était un président très charismatique. Tout était mystique autour de lui. Tous ses ministres ont toujours des peurs bleues quand ils se trouvent devant Adema. On ne sait comment. Mais la réalité, c'est tout part de comment lui-même il est venu au pouvoir. Puisqu'il y a beaucoup de choses mystiques qui se sont passées, de choses mystérieuses. Eh bien, ces ministres ont tous peur. Eh bien, regardez un peu comment ça s'est passé dans le cercle des Adema. Tous ceux qui l'entouraient réellement étaient obligés de se prêter à des pactes. Ils ont signé un pacte de non-trahison avec Adema. C'est ce qui fait que même après sa mort, on a remarqué qu'ils ont toujours si peur, comme s'il était toujours vivant. Sinon, Barry Moussa Barké, les Gbegno Amebos et tout ça, les Dramatamari, ils auraient eu eux aussi l'ambition de devenir président, mais aucun d'eux ne se prononce parce qu'ils ont un pacte avec celui-là. Et d'ailleurs, il a mis son fils, Essouzina Nyasingbe, dans le pacte. Parce que pour le nommer, pour lui donner sa bénédiction, il lui a dit, est-ce que tu serais en mesure de garder ce pouvoir, de gérer ce pouvoir et de ne jamais laisser ce pouvoir? Et Essouzina a été obligé aussi, lui aussi, à faire la promesse à son père que le pouvoir ne se lâche pas. Et c'est d'ailleurs par cela que maladroitement, il avait dit que mon papa m'avait dit de ne jamais laisser le pouvoir. En fait, il y a eu des pactes, des choses signées. Et tous ceux qui étaient dans le cercle étaient obligés de respecter ce pacte. Voilà ce qui se passe réellement au sommet du Togo. Donc, comprenez par là que Essouzina Nyasingbe, le président du Togo, ne partirait pas par une quelconque voie légale. En fait, il faudrait dire plutôt, ils ne lâcheraient pas le pouvoir, puisque dans leur cas, on parle de s'accrocher au pouvoir, donc ils ne le lâcheront pas. Le seul moyen de partir, ce sera un autre moyen, autre que la voie légale. Le contraindre, par exemple, c'est ça qu'on appelle le départ de ces dinosaures. Sinon, s'il faut parler de négociation ou d'élection, forget about it. Ne pensez pas à cela. Ça n'arrivera pas. Autre chose, le peuple se voit toujours embarrassé. On se demande, mais pendant tout ce temps, le père Nyasingbe et Adema a amassé beaucoup d'argent pour sa famille. Notons en passant que les phosphates du Togo, c'était la propriété privée des Adema. Tout revenait à lui. Tout cet argent, ils l'ont. Comment se fait-il que Essouzina Nyasingbe, aujourd'hui, continue toujours pas piller, saigner, mettre le pays à plat? C'est parce que son père, Adema, lui a dit, mon fils, le pouvoir, c'est avec de l'argent. L'argent, c'est ça le pouvoir. Autant tu en as, aussi puissant tu seras. Donc, je vous en ai fait beaucoup, mais il ne faut pas t'arrêter là-bas. Il faut continuer par le faire. Voilà pourquoi est-ce que Essouzina Nyasingbe est obligé de piller
de saigner tout le pays. Si on ne l'arrête pas, il finira tout jusqu'au sable qui se trouve dans les rues. C'est ça, c'est le système. Il va continuer et comprenez cela par le geste que tout le monde a récemment appris et qui a surpris d'ailleurs tout le monde. Mais ce n'était pas la première fois. Une personne qui se lève et sort 5 milliards, met ça dans une valise et donne à quelqu'un, comme Manuel Valls, eh bien, c'est parce que ce n'est pas seulement de l'argent, c'est le pouvoir qu'il est en train de conquérir comme ça. Et ça va continuer ainsi. Mais c'est là où le bas blesse. Ces militaires qui sortent pour tabasser les gens, pour tirer à balles réelles sur les gens, aucun d'eux n'a la force de sortir de sa poche 5 milliards et donner à quelqu'un d'autre, à un blanc. Aucun d'eux n'a la force de sortir un seul milliard, un demi-milliard, 500 millions. Ou même 500 000, ils ne peuvent pas donner. Ils se réjouissent tout simplement par les miettes qu'on leur donne. Et c'est ce qu'ils ont besoin de comprendre, qu'ils sont en train de jouer sur leurs sentiments. Quand, par exemple, Sobzina Nyasingbe va les voir et leur dit, écoute, je vous connais, j'espère que vous ne me décevrez pas. En clair, ça veut dire que celui-là, dans notre jargon, on dit « Eva Leliasikbo Menami ». Il faut comprendre que c'est un filou. C'est ce qui se passe réellement. On vous sort, on vous ordonne, on vous fait comprendre tout simplement que l'armée, c'est la discipline. Oui, mais l'armée, c'est bien la discipline. Mais l'armée, c'est aussi l'intelligence. Il faut être intelligent pour être dans une armée. S'il faut être bête comme les gens le font, comme ils le montrent, pour être dans une armée, lorsque vous serez sur un champ de bataille, eh bien, lorsqu'on vous demande de tirer vers la droite, vous tirez vers la gauche. L'armée, c'est aussi de l'intelligence. Faites preuve d'intelligence militaire togolais. Si on vous envoie pour une mission qui ne répond pas aux normes de l'armée, eh bien, comprenez cela. D'ailleurs, on vous a montré, on vous a éduqué là-dessus. C'est sur cela qu'on vous a entraîné, qu'on vous a dit, vous devez être en mesure de vous sacrifier. Mais aucun militaire togolais ne veut se sacrifier. Il préfère plutôt sacrifier des gens à main nue. Alors que ces gens main nue, là, ce qu'ils réclament, c'est pour le bien de ces militaires aussi. C'est comme ce qui s'était passé dans le temps lorsque nous étions à l'université et qu'on s'est levé pour réclamer des bus pour l'université. Eh bien, nos frères étudiants même, ceux qui faisaient partie du groupe ACAM, c'est eux qui se sont levés, qui nous ont poursuivis avec les militaires, qui nous tabassent alors qu'on réclamait des bus pour l'université où ils étaient eux aussi. Finalement, lorsqu'on nous a acheté les bus, ils étaient toujours les premiers dedans. Et c'est ce qui arrive aussi. On fait des réclamations pour une meilleure condition pour tout le monde. Et voilà, les militaires sortent. Ils vont tirer à balles réelles sur les gens qui n'ont même pas un bâton dans la main. C'est ce qui arrive au Togo. C'est vraiment dommage. Donc, mon frère, ma soeur togolais, serrez votre ceinture. La bataille va être très dure. Merci.